Alors, M. Christian Girondeau, d'abord, bienvenue. Vous êtes chez vous ici, puisque vous êtes dans la maison des ingénieurs et que votre premier titre, c'est d'être un ingénieur. Et qui plus est, un polytechnicien, puisque vous avez aussi écrit une histoire de cette respectable institution, en nous expliquant qu'elle n'est pas du tout due, comme on se trompe, je vous dis tout à l'heure Napoléon, c'est la monarchie Vauban, c'est la monarchie d'Ancien Régime, qui est à l'origine de l'école polytechnique. Mais bien que, si vous avez des questions, je pense que M. Girondeau se fera plaisir sur ce sujet d'y répondre. La raison pour laquelle nous voulions absolument qu'il vienne nous visiter et nous parler, c'est justement ce dernier bouquin, Écologie, la fin des illusions, 20 ans de décisions ruineuses. Alors, M. Girondeau, qui a d'abord été, s'est fait connaître d'abord nationalement comme délégué national à la sécurité routière pendant de longues années, et de la sécurité routière à l'écologie, en passant par les éoliennes, le réchauffement climatique et tout y quanti, il y a bien des choses à dire. Alors, sans plus tarder, votre livre est là, vous en avez amené quelques-uns à la fin de votre conférence. Je ne doute pas que vous aurez tellement tenu en haleine l'auditoire que nos amis auront à cœur d'en savoir encore plus et d'acheter votre ouvrage. Bien, alors sans plus tarder, je vous laisse la parole, cher M. Girondeau. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'abord de m'accueillir et de me donner cette occasion de parler d'un sujet qui est d'actualité, l'écologie. Pratiquement quotidiennement, nous en entendons parler de manière quelquefois assez surprenante, même ce week-end dernier. Donc, l'écologie est à la mode, mais je vais essayer de la resituer un peu dans un contexte historique, puisque vous m'y invitez. Ce contexte, je ne remonterai pas très très loin. La préoccupation écologique, elle a toujours un peu existé, mais il y avait d'autres priorités. Je remonterai au XVIIIe et puis au XIXe siècle pour dire que nous avons connu une époque de croyance dans le progrès. C'était la caractéristique du siècle des Lumières, ça a été la caractéristique du XIXe et d'une partie du XXe siècle. Et cette croyance dans les bienfaits du progrès, elle a été mise à mal. Il faut reconnaître qu'elle a d'abord été mise à mal par les événements dramatiques de la première moitié du XXe siècle, où les guerres mondiales ont vu s'affronter les pays développés qui croyaient au progrès, au bienfait du progrès. Et c'est probablement là qu'il faut trouver l'origine du mouvement écologique actuel qui, en fait, réfute le progrès. Ce mouvement, il a pris son essor dans la deuxième moitié du XXe siècle. On remonte d'ailleurs à des événements assez précis. Et il y a eu une réunion, à la fin pratiquement du XXe siècle, d'un organisme qui s'appelait le Club de Rome, et qui a commencé à produire un rapport dont on a beaucoup parlé, pour dire attention, l'humanité est en train de gaspiller, de détruire les richesses de la planète, et donc nous allons un jour manquer de pétrole, nous allons manquer de nourriture, les famines vont se développer. Et ce rapport a eu un grand retentissement et est encore en partie à l'origine des croyances écologistes. Donc une vision très négative de l'action de l'homme. Il y avait un livre qui était sorti avant, qui avait été écrit par une américaine du nom de Rachel Carson, et ce livre s'appelait Le Printemps silencieux. Ça a été un très grand succès mondial, il a été traduit dans toutes les langues, et il est assez symptomatique de cette vision des choses, qui ne veut voir qu'une face des choses. Pourquoi ce titre, Le Printemps silencieux? La thèse du livre, c'était qu'il y avait de plus en plus de pesticides qui étaient là pour traiter les récoltes, mais que ces produits détruisaient les insectes. Et à partir du moment où les insectes étaient détruits, les oiseaux allaient mourir.
Et à partir du moment où il n'y aurait plus d'oiseaux, le printemps serait silencieux. Et ça, c'est tout à fait caractéristique d'une approche des choses, parce que bien entendu, s'il est vrai qu'on a répandu des insecticides, des engrais, eh ben, la contrepartie, c'était que les rendements agricoles ont été augmentés dans des proportions considérables, et que de plus en plus d'êtres humains ont mangé à leur faim. Mais vous pouvez lire ce livre, qu'on trouve encore dans les bonnes librairies, ou en tout cas quand on le commande, et vous ne verrez parler que d'impact négatif. Jamais cet aspect pourtant absolument essentiel des choses. C'est-à-dire que ces insecticides qui étaient répandus, eh bien, c'était dans un but, et le but était d'augmenter les rendements, et que d'augmenter les rendements, c'était quand même, je dirais, lutter contre une malédiction historique. Les historiens qui sont ici savent que du temps de Louis XIV, il y a eu des famines qui ont fait en France 2 millions de morts. Et imaginez aujourd'hui ce que représente un chiffre comme 2 millions de morts, parce que les gens n'avaient pas à manger à leur faim. Eh bien, ça n'empêche qu'on voit dans ce livre, et puis dans le Club de Rome, le rapport du Club de Rome, cette vision d'un seul aspect des choses. On ne voit que l'aspect négatif de ce qui se passe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des aspects positifs, mais enfin, les aspects positifs sont quand même tout à fait évidents. Et donc, voilà la vision qui, petit à petit, s'est emparée d'une partie de la planète. Je dis une partie, parce qu'il y a toute une partie qui est la partie qu'on appelle des pays en voie de développement, et qui voit très bien que si on augmente les rendements, la production agricole va augmenter, que si on trouve plus de pétrole, eh bien, les gens vont pouvoir utiliser des camions, des voitures, et que finalement on est emporté par une vague de progrès tout à fait extraordinaire. Et, parce qu'il y a aussi les progrès de la médecine qui entrent en ligne de compte. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, en 1900, dans les pays non développés, qui sont quand même la majorité de l'humanité, l'espérance de vie à la naissance était de 27 ans. Et bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les mêmes pays, les pays non développés, je ne parle pas des pays développés, l'espérance de vie à la naissance est proche de 70 ans, en un siècle. Presque un triplement de l'espérance de vie. Bon, si on n'appelle pas ça un progrès, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que c'est qu'un progrès. Ça veut dire que les mères de famille qui enterraient 2 enfants sur 3, eh bien maintenant savent que quand elles ont des enfants, il y en a 9 sur 10 qui survivent, et encore dans des pays comme la Chine, même l'Inde, c'est aujourd'hui beaucoup plus que 9 sur 10. Donc le progrès est énorme, et accessoirement, ou pas accessoirement, la natalité est en chute, contrairement à ce qu'on peut penser, dans les pays où précisément l'espérance de vie augmente, parce que les femmes se rendent bien compte que c'est plus nécessaire d'avoir 6 enfants pour en garder 2, ce qui était le cas de nos ancêtres. Il n'y a pas si longtemps que ça, étant le XVIIIe siècle. Bon, donc, si vous voulez, dans ce contexte de progrès, on a vu apparaître une école de pensée qui n'a vu que les inconvénients des choses et jamais les avantages. Et cette école de pensée, elle a trouvé un terrain d'application tout à fait extraordinaire dans l'écologie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vrai que le progrès, la technique, a des conséquences sur l'écologie. Une des conséquences les plus évidentes, et que personne ne discute, c'est que quand on utilise ce qu'on appelle les hydrocarbures, que ce soit du charbon, du gaz ou du pétrole, on produit du gaz carbonique, parce que ça c'est une réaction chimique que personne ne peut éviter, on brûle du carbone, le carbone se mélange à l'oxygène et produit du gaz carbonique. Et que donc, le gaz carbonique, qui est au-dessus de nos têtes, si je peux dire, dans l'atmosphère, augmente en proportion année après année. Et ça, c'est absolument exact. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Mais certains ont imaginé que ceci allait modifier le climat. Ce n'était pas une hypothèse absurde. De plus en plus de gaz carbonique. Le gaz carbonique contribue, dans quelle proportion, ça j'en reviendrai là-dessus, à ce qu'on appelle l'effet de serre, qui nous permet d'avoir sur la Terre
une température acceptable. Il faut savoir que s'il n'y avait pas d'atmosphère terrestre, la température moyenne à la surface de la Terre serait 17 degrés de moins que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce serait quand même assez difficile à supporter. Donc il y a un effet de serre, personne ne le conteste, il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère, de plus en plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, et certains ont dit, nous allons à la catastrophe. C'est absolument évident, puisque le gaz carbonique contribue à l'effet de serre. Alors quand on regarde le passé, on est quand même amené à se poser des questions, parce que la réalité, c'est que le climat a toujours varié sur la planète, et qu'il a varié dans des proportions absolument considérables, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous connaissons, nous. Et ça, on le sait très bien parce qu'on analyse les glaces du Groenland ou de l'Antarctique, on connaît donc les températures, on sait faire. On fait des carottes glaciaires, on plonge de 3-4 km, on retire la glace qui s'est accumulée on remonte à 500 000 ans, ça fait quand même un certain bout de temps, et on sait, par l'analyse des petites bulles de gaz, on sait faire quelle était la température. Et ce qu'on sait, nous l'avons appris dans nos livres, enfin, on s'en souvient peut-être pas très bien, mais enfin tout le monde sait qu'il y a eu des périodes glaciaires et interglaciaires, à peu près avec une échéance de temps de 100 000 ans. Donc, puisqu'on remonte à 400-500 000 ans en arrière, on a bien pu analyser les 4 dernières périodes glaciaires, et les périodes glaciaires ont été coupées par les périodes interglaciaires. Et je vous dis tout de suite qu'on a beaucoup de chance, nous sommes dans une période interglaciaire. Alors que les périodes interglaciaires sont beaucoup plus courtes que les périodes glaciaires. Enfin, beaucoup plus courtes, elles ne font que 20 000 ans, alors que les autres font plutôt 80 000 ans, si on considère des espaces d'une durée de 100 000 ans. Et donc, nous avons connu ces alternances. Et à ce moment-là, les différences de température entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires étaient de l'ordre de température moyenne, étaient de l'ordre d'une quinzaine de degrés. Retenons bien ce chiffre, 15 degrés. Donc, on a eu ces fluctuations considérables. Et puis, si on regarde plus près de nous, et là on entre dans l'histoire de France, enfin, dans l'histoire tout court, mais dans l'histoire de France aussi, on s'aperçoit que depuis quelques milliers d'années, il y a eu des variations très fortes. On s'aperçoit que l'expansion de l'Empire romain a coïncidé avec une période plutôt chaude, que le début du Moyen-Âge a coïncidé, et les guerres, les invasions, et c'est pas un hasard, très probablement, ont coïncidé avec une période où le climat s'est nettement détérioré. On sait aussi que nous avons connu, aux alentours de l'an 1000, et pendant 2 siècles, ensuite presque 3 siècles, ce que les spécialistes appellent un optimum médiéval, c'est-à-dire une période où, précisément, les rendements agricoles ont été importants, où il y a eu peu de famine, et c'est grâce à ça que nous avons nos cathédrales. Parce que, bien entendu, pour construire les cathédrales, il fallait de la main-d'œuvre, il fallait des gens qui aient le temps, et ça supposait que les récoltes soient bonnes. Et donc, ça, c'est également parfaitement établi. C'est la même époque où les Vikings ont découvert le Groenland, et le Groenland, comme vous le savez certainement, le nom n'est pas très loin du nom anglais, Greenland, Groenland, c'était un pays vert. Et les Vikings se sont établis au Groenland où ils sont restés 3 siècles. On a retrouvé les ruines. Et au Groenland, il y avait des récoltes, il y avait des troupeaux de brebis. Donc le Groenland était habité par des Vikings, pas seulement par les Esquimaux. Donc les variations du climat ont toujours existé. Et puis est venu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça a coïncidé avec Louis XIV, avec ces famines épouvantables. Ça a coïncidé avec le XVIIIe siècle et la Révolution française. N'oublions pas, c'était que les gens n'avaient pas de quoi manger, parce qu'il y avait eu une mauvaise récolte. Donc c'était une époque où la Seine gelait régulièrement tous les hivers, on la traversait à pied. La Tamise aussi, alors la Tamise c'est plus normal, c'est plus au nord. Enfin, on a des très beaux tableaux où on voit des fêtes sur la Tamise, avec des tentes, avec des chevaux, enfin la Tamise était gelée. Donc on a eu ce petit âge glaciaire, avec des conséquences considérables sur le plan historique, y compris la Révolution française, qui vous intéresse certainement, et qui s'est achevé vers 1850, à peu près. C'est l'époque où les glaciers ont commencé
à reculer, ce qu'il continue à faire d'ailleurs, parce que depuis 1850, nous vivons une période qui, pour nous, en tout cas sous nos latitudes, est une période extraordinairement favorable, où les récoltes sont bonnes, où nous n'avons pas trop froid l'hiver, pas trop chaud non plus, sauf exception. Et donc, ces fluctuations du climat ont toujours existé, mais entre la période, mettons l'optimum médiéval et le petit, ce qu'on appelle à tort le petit âge glaciaire que j'évoquais, la différence des températures moyennes est de 1 ou 1,5 degré. Ça n'a évidemment rien à voir avec ce qui séparait les vraies périodes glaciaires des périodes interglaciaires. Et n'oublions pas que pendant les périodes glaciaires, les vraies, la Terre, enfin une grande partie de la Terre est couverte de glaciers, et que quand ces glaciers ont fondu, il y a 12 000 ans, le niveau de la mer est monté de 120 mètres. Et c'est comme ça d'ailleurs que la Manche a été créée, quand on a été séparés de l'Angleterre. Sans ça, il y a longtemps qu'on les aurait compris, mais enfin bon, parmi nos conquérants, on n'a pas encore réussi à recommencer. Mais c'est comme ça d'ailleurs que les Asiatiques sont passés par le détroit de Bering à pied pour aller peupler l'Amérique, parce que à l'époque glaciaire, la mer était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Bon, donc voilà le contexte général. Alors, je reviens maintenant à l'époque récente, et quand on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a à peu près maintenant 40% de plus qu'il y a une cinquantaine d'années, si vous voulez. Et parce qu'on consomme le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Et certains ont donc émis l'hypothèse que ça allait modifier le climat. Alors donc, ce qu'on sait, c'est que le climat, il n'a pas eu besoin de gaz carbonique pour être modifié dans des proportions absolument considérables. Mais le hasard a voulu qu'ils aient eu raison pendant un quart de siècle. Pendant un quart de siècle, depuis les années 1975 à peu près, jusqu'à petit quart de siècle, jusqu'à 1998, on a constaté une légère augmentation de la température terrestre. Alors, quand je dis légère, c'est de l'ordre du demi-degré. Et avec un avantage quand même par rapport à nos prédécesseurs, c'est que maintenant, on connaît la température terrestre quotidiennement. Quotidiennement, ceux que ça intéresse peuvent aller sur Internet, et parce qu'on a maintenant 4, je n'ai pas besoin d'en avoir plus, 4 satellites qui tournent autour de la Terre, et qui, en permanence, observent la température de la Terre en haut, en bas, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Donc là, maintenant, on a de grandes certitudes depuis qu'on a des satellites, alors qu'avant, il fallait quand même passer par des mesures un peu détournées pour retrouver les températures. Donc, pendant un quart de siècle, ces gens ont eu raison, apparemment, puisque la température terrestre a augmenté. Et je vais vous dire maintenant ce qu'ils ont fait, mais pour ne pas quand même vous laisser trop dans l'incertitude, et pour vous rassurer, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis 1998, ça fait quand même 16 ans, la température terrestre a refusé d'augmenter. Et elle est parfaitement stable depuis 16 ans. Bon, certains disent 17 ans. Donc la théorie qui a été échafaudée aux alentours des années 75, pour l'instant en tout cas, n'est pas vérifiée par les faits. Alors, on sait exactement ce qui s'est passé. Il y a eu la rencontre de 3 personnes, un Suédois, un Canadien, un Américain, qui étaient, pour des raisons diverses, convaincus, mais convaincus d'abord, ça c'est quelque chose qui est fondamental chez les écologistes, de la nocivité de l'homme, pour des raisons diverses. Il y en a un dont la famille avait péri pendant le deuxième conflit mondial, il y en a un autre qui voulait un gouvernement mondial, pour des raisons diverses. Ces 3 personnes, bon ça j'explique ça dans mon livre avec plus de détails, ont élaboré la théorie donc, que je vous ai décrite et qui repose finalement sur la nocivité de l'action humaine. Et ces 3 personnes ont monté un mécanisme parfaitement professionnel. Ils ont pris le pouvoir aux Nations Unies. L'un d'eux s'est fait nommer secrétaire général adjoint des Nations Unies, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ils ont créé au sein des Nations Unies ce qu'on appellerait un ministère de l'écologie, qui est un programme qui est interne aux Nations Unies.
Et ils ont créé un organisme spécial qu'en français on appelle le GIEC. Et je vous dirai tout de suite ce qu'il faut penser de cette appellation. GIEC voulant dire Groupe intergouvernemental des experts du climat, comme vous pouvez le voir si vous consultez Internet. Et ils ont commencé à organiser des conférences avec un lancement qui a eu lieu il y a 22 ans, très exactement, à Rio de Janeiro, en 1992, conférence mondiale. Presque tous les chefs d'État sont venus. Le nôtre en particulier, je ne sais plus qui était celui qui était là à l'époque, mais c'est pas facile à retrouver. Mais donc, parce que nos gouvernants successifs ont tous avalisé la théorie, dont je vous ai parlé, la théorie du réchauffement climatique. Et ce GIEC, qui est donc une filiale des Nations Unies, a passé un accord avec ce qu'on appelle les ONG, les grands groupes écologistes, les associations écologiques. Greenpeace, les Amis de la Terre, et bon, il y en a d'autres, le Sierra Club, enfin. Et donc on a maintenant un organisme qui travaille la main dans la main avec ces organisations écologiques, qui a l'aval des Nations Unies, qui reçoit donc des fonds absolument considérables, et qui organise périodiquement, après la réunion de Rio, toute une série de réunions internationales. Je vous signale tout de suite que la prochaine, après une dizaine d'autres, il y en a à peu près tous les 2 ans, donc ça fait, il y en a une dizaine d'autres. Il y en a une à Kyoto, dont on a beaucoup parlé, mais enfin, et la prochaine a lieu à Paris l'an prochain. Et ce sera très intéressant de voir comment notre chef d'État va changer le climat de la planète, puisque c'est le but de ces réunions. Donc, cette organisation, le GIEC, c'est l'organisme qui fait l'opinion mondiale. Il fait l'opinion mondiale, puisqu'il parle au nom des Nations Unies, quand même l'autorité supérieure, puisque cet organisme a reçu le prix Nobel, le Nobel de la paix. Donc, évidemment, c'est quand même une preuve de respectabilité. Et cet organisme, en français, il s'appelle le groupe intergouvernemental d'experts du climat. Donc vous n'êtes pas expert du climat, donc vous n'allez quand même pas les contredire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est m'apesantir un peu sur cet organisme, et d'abord sur son nom, le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts du climat. Ça c'est le nom français. Mais le vrai nom, c'est pas ça du tout. Le vrai nom, il est anglais. Cet organisme, c'est comme ça, il a été créé en anglais. Et en anglais, c'est IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Le panel, le groupe intergouvernemental sur le changement du climat. Mais il y a un mot qui manque, il n'y a pas le mot expert. Parce que ce n'est pas un organisme d'experts. Autrement dit, le titre en français, mais j'ai vérifié, en espagnol, en russe, en arabe et en chinois, je n'ai pas pu vérifier. Mais enfin, j'ai vérifié, il est systématiquement traduit en ajoutant le mot expert. Il suffit de prendre un dictionnaire pour voir que panel, c'est pas groupe d'experts. Quand on veut dire groupe d'experts, on dit panel of experts. Bon, ben, pas du tout. Là, le titre même de l'organisme est un mensonge. Ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors pourquoi c'est un mensonge? C'est pas du tout des experts. C'est un groupe intergouvernemental. Intergovernmental, pas international. Intergouvernemental. Donc ce sont les représentants des gouvernements. Il y a un bureau qui est l'organisme de décision qui comporte 30 personnes, dont 15 représentants des pays développés, 15 représentants des pays en voie de développement. Vous imaginez combien d'experts climat vous avez dans les pays en voie de développement. Déjà dans les pays développés, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais dans les pays en voie de développement, j'ai rien contre le Zimbabwe, contre le Costa Rica ou le Soudan. Mais ils ne sont pas le moindre expert du climat. C'est quelque chose de très difficile. Et il faut voir qu'il y a 25 ans, on les comptait sur les doigts d'une main, 2 mains. En France, il y en avait 1 ou 2. Mais dans ces pays, il n'y en a pas. Et dans les pays développés, il n'y en a guère plus. Il y a beaucoup de pays développés qui n'ont pas d'experts du climat. Et qui envoient qui? Ils envoient des fonctionnaires. Des organismes intergouvernementaux, comme les Nations Unies, on envoie des représentants, qui sont des fonctionnaires, mais qui n'y connaissent rigoureusement rien. Le président de cet organisme, c'est un Indien, rien contre les Indiens, et quand vous regardez ses références, il est ingénieur des chemins de fer.
très bien, moi je suis ingénieur, je respecte les ingénieurs des chemins de fer. Mais qu'est-ce qu'il connaît en climat? Rien, rigoureusement rien. Donc, cet organisme est composé de représentants des gouvernements, comme le montre son titre anglais, et les gouvernements, 30 gouvernements, qui délèguent des experts, et vous n'avez pratiquement, qui pas des représentants, vous n'avez pratiquement aucun expert du climat. Ça paraît tellement énorme que, bon, il faut vérifier, mais si vous allez sur Internet, vous allez le voir tout de suite. Et puis alors, cet organisme fait des rapports périodiques. Normalement, tous les 5 ou 6 ans, il y a un rapport. Chaque rapport annonçant une catastrophe plus grande que le rapport précédent. Et il faut voir comment sont élaborés ces rapports. Alors là aussi, c'est très simple. J'ai reparlé le tableau là dans mon livre. Ça commence, une fois qu'on a produit un rapport, alors on en a produit un l'an dernier, donc ça y est, on a produit le 5e, je crois, l'an dernier, ou le 6e, je crois que c'est le 5e, donc on prépare le suivant. Et ça commence comment? Ça commence par le choix des experts, parce qu'évidemment, eux, ils ne sont pas experts, ils vont choisir des experts. Et par qui est fait le choix des experts? Il est fait par les gouvernements et par les organismes non gouvernementaux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Greenpeace, c'est-à-dire les Amis de la Terre, c'est-à-dire le Sierra Club, c'est-à-dire... Ce sont eux qui choisissent ces experts. Inutile de vous dire que si vous n'êtes pas d'accord avec la théorie officielle, vous n'avez aucune chance d'être retenu comme expert. Autrement dit, c'est filtré. Et pour être sûr que le prochain rapport dira bien la même chose que le précédent, au début du processus, on fixe les outlines du prochain rapport, c'est-à-dire les conclusions du prochain rapport. On fixe les conclusions du prochain rapport, on choisit les experts avec l'aval de Greenpeace et des autres organismes écologiques, et évidemment 5 ou 6 ans après, vous avez un rapport qui vous dit qu'on va à la catastrophe. Alors c'est absolument extraordinaire, parce que ça fait quand même maintenant 16 ou 17 ans que la température ne monte plus. Et ça, ils ne peuvent pas le contester, puisque c'est les satellites qui donnent les chiffres. Ils ne le contestent pas. Mais ça n'empêche que dans le dernier rapport, celui qui a été produit l'année dernière, ils disent qu'on est de plus en plus sûr que nous allons à la catastrophe et que donc il va y avoir un réchauffement climatique considérable. Et que la probabilité qui était de 90% lors du précédent rapport est maintenant passée à 95%. Alors, quand vous lisez ça, vous êtes assis par terre, vous regardez, mais vous voyez bien sûr qu'on a affaire à un phénomène de nature para-religieuse, quasi-religieuse. C'est-à-dire que c'est une croyance. Et même si les faits ne coïncident pas avec la croyance, eh bien, ceux qui osent contredire cette croyance font partie des incroyants, et fort heureusement, nous sommes en démocratie. Nous ne serions pas en démocratie, je ne pourrais pas vous prononcer cette conférence, je serais probablement d'ailleurs plus là. Bon, les bûchers n'étaient quand même pas faits pour les croyants. Donc, on a vraiment affaire à un phénomène tout à fait curieux, mais dont la base, qui est une base qui probablement, enfin, qui remonte à la nuit des temps, et qu'il y a parmi nous, parmi les hommes, il y a toujours eu des gens qui croient finalement au caractère nocif de l'humanité, qui en cherchent des preuves et qui aujourd'hui se sont donc reconvertis dans l'écologie en y voyant une preuve évidente de la malfaisance de l'action humaine. Et d'ailleurs, les vrais écologistes vous disent qu'il y a trop d'hommes sur la planète, enfin trop d'hommes, de femmes et d'enfants, et qu'il en faudrait beaucoup moins. C'était, je crois, Cousteau qui disait qu'on est aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains, mais que la planète ne peut pas supporter plus d'1 milliard d'êtres humains. Les mêmes, dans le Club de Rome et dans les documents de la même époque, vous expliquaient que l'Inde allait vers une famine généralisée. Et vu les données de l'époque, c'était plausible. L'Inde, à l'époque, devait avoir 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard. Et je ne dis pas que les Indiens mangent énormément, tous à leur faim, probablement y a-t-il des zones de famine, mais l'Inde est exportateur de céréales aujourd'hui. Ce qui, évidemment, est totalement surréaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la révolution verte. La révolution verte a doublé ou triplé les rendements, et c'est pas fini. Alors ça nous amène sur un autre chapitre, qui est un autre chapitre de l'écologie, qui est sur les OGM. Et les OGM, c'est quoi? Ce sont des mutations génétiques provoquées par l'homme. Les mutations génétiques, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des espèces
qui se sont transformés. Que faisait l'homme autrefois? Il essayait d'allier par exemple des céréales. S'il y avait des céréales à haut rendement, il essayait de les mélanger et puis pour améliorer les rendements au cours du temps, en sélectionnant les meilleurs plants. Les OGM, les mutations génétiques provoquées par l'homme, ça permet d'aller beaucoup plus vite. On va toucher directement le gène et comme ça, on améliore les rendements, on améliore la résistance à tout, d'ailleurs aux maladies, aux insectes, enfin on sait faire. Et le meilleur preuve, si vous prenez les maïs, c'est que l'essentiel de la production de maïs mondiale est transgénique, ce sont des OGM. Les OGM, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais nuit, on n'a pas de preuves, mais on a par contre des preuves extrêmement positives du fait que les OGM permettent l'amélioration des rendements et donc, in fine, font reculer la famine sur la Terre. Et en réalité, avec les rendements modernes, il faut savoir que quand on additionne les engrais, qu'on additionne la sélection des semences, on a maintenant en France des rendements, je parle des céréales, du blé, qui avoisine, je crois, 70 quintaux à l'hectare, alors qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 siècles, on était entre 5 et 10 quintaux à l'hectare. C'est pour ça qu'il y avait des famines. Donc aujourd'hui, les problèmes, c'est plutôt des problèmes de surplus. Et d'ailleurs, il y a des politiques européennes pour réduire les surfaces cultivées, parce que par moment, on ne sait plus quoi faire de la production. Donc voilà, si vous voulez, un peu le tableau d'ensemble dans lequel se situe ce mouvement écologique actuel. Alors, ce ne serait pas très grave si c'était simplement des discours, mais malheureusement, ce n'est pas des discours, parce que les écologistes nous entraînent dans des dépenses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ici 20 ans de décision ruineuse, mais en réalité, c'est d'un optimisme épouvantable ce que j'ai écrit, parce que ça fait effectivement 20 ans que ça dure, c'est pas du tout terminé. Donc, j'aurais peut-être pu écrire 30 ou 40 ans, mais enfin, comme je suis optimiste de tempérament, je me suis contenté des 20 ans écoulés. Parce que, au nom de ce dogme que ce serait l'homme qui, par l'intermédiaire du gaz carbonique, CO2, détériore le climat de la planète, on a été amené à prendre des décisions extraordinairement coûteuses. Alors, quelques-unes de ces décisions. On va peut-être parler d'électricité. L'électricité, dans un pays comme le nôtre, de quoi avons-nous besoin pour la production d'électricité? Je vais vous dire, on a besoin de rien. Mais absolument de rien. Parce que nous avons bâti un programme électronucléaire, chacun le sait, et que quand on l'a bâti, ça c'est un de mes livres très anciens, que j'avais écrit à l'époque, on a vu très large. Donc ça c'est les ingénieurs, une fois qu'on les lâche, ils sont contents, ils travaillent. Et donc on a fait beaucoup de centrales nucléaires. Et le résultat, c'est que nous sommes aujourd'hui le premier exportateur mondial d'électricité. Nous produisons énormément d'électricité. Alors on en vend l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand. Nous exportons une bonne partie de notre production. Donc, de quelle capacité supplémentaire avons-nous besoin? De rien. De rien, puisque on en a déjà trop, entre guillemets. Alors, remarquez, ce n'est pas une très mauvaise affaire, parce que quand on exporte l'électricité, EDF gagne de l'argent, tant mieux, c'est un peu de moins que nous aurons à payer, mais malheureusement, par ailleurs, on aura beaucoup plus à payer. Parce que, au nom de ce dogme du gaz carbonique, on a fixé des objectifs, d'ailleurs parfaitement ambigus, de production d'électricité par ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables étant l'éolien, et les turbines, les grandes éoliennes, et les panneaux photovoltaïques. Ce qui est extrêmement bizarre, c'est que nos centrales nucléaires font beaucoup d'électricité sans produire de gaz carbonique. Donc, si l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz carbonique, ça ne sert absolument à rien de remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes. Simplement, ça coûte très cher, mais ça ne sert absolument à rien. Je vous parlais de l'Allemagne pour vous montrer jusqu'où peut aller l'absurdité. Mais comme nous avons bêtement copié les Allemands, et les autres d'ailleurs, sous des injonctions européennes,
nous nous sommes fixés des objectifs très ambitieux de production d'électricité par les éoliennes et par les panneaux photovoltaïques. Et, encore une fois, complètement absurde. C'est vraiment de la dépense qui ne sert à rien, puisqu'on n'a besoin de rien. Mais ça fait rien, on a quand même commencé avec des objectifs extrêmement forts. Mais il y a un problème, il y a même plusieurs problèmes. Il y a un premier problème, c'est que, bizarrement, les éoliennes, ça ne produit l'électricité que quand il y a du vent, et les panneaux photovoltaïques que quand il y a du soleil. Et ça, c'est une chose qu'on oublie totalement. On dit on va remplacer le nucléaire, qui peut fonctionner jour et nuit, il fonctionne jour et nuit, par l'éolienne photovoltaïque. L'éolien produit 22% de sa capacité. Donc, pour simplifier, il fonctionne 22% du temps. Et les panneaux photovoltaïques, 12% du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Si on se prive des centrales nucléaires, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les usines, on arrête l'éclairage, on arrête le chauffage. Évidemment, c'est absurde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des éoliens et des panneaux photovoltaïques, il faut tout en double. Ben, évidemment, puisque quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la nuit, où il y a rarement de soleil, eh bien, il faut quand même pouvoir avoir de l'électricité. Donc, il faut tout en double. C'est quelque chose d'absolument extravagant. Donc, vous allez facilement doubler le prix de l'électricité. Et même plus, parce qu'il n'y a pas que la production, il y a aussi les réseaux de raccordement. Alors, les réseaux de raccordement, ça m'amène à l'Allemagne. L'Allemagne qui est le compte de l'absurdité. Non, nous c'était encore pire, puisque nous, on produit déjà notre électricité sans gaz carbonique. Enfin bon. L'Allemagne, comme vous le savez, a décidé de remplacer ses centrales nucléaires par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques, les plus grands champs mondiaux de panneaux photovoltaïques sont en Allemagne, essentiellement d'ailleurs en Allemagne du Nord, ce qui est assez curieux quand on connaît l'ensoleillement de l'Allemagne du Nord, mais enfin, le sujet n'est pas là, bien sûr. Et des éoliennes, c'est également dans le nord de l'Allemagne, parce que les Allemands sont très écologistes, mais pas chez eux. Autrement dit, dès qu'ils veulent construire des éoliennes, il y a des comités anti-éoliennes au nom de l'écologie. Que font les Allemands? Ils construisent leurs éoliennes en mer du Nord. Bon, là, il n'y a pas de voisins, enfin, ils sont un peu loin, donc c'est pas très grave. Sauf qu'ils produisent donc quand il y a du vent. Ça arrive quand même qu'il y ait du vent. Ils produisent l'électricité. Mais cette électricité, pour l'envoyer où? Il faut l'envoyer en Allemagne du Sud, parce que c'est là où se trouve l'industrie et la consommation d'électricité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne pour relier l'Allemagne du Nord, enfin il y en a, mais qui sont absolument insuffisantes. Donc il y a des projets de construire 3 lignes à haute tension qui vont traverser toute l'Allemagne du nord au sud, sauf que les écologistes allemands ne veulent pas de lignes à haute tension qui vont gâcher le paysage. Donc on est dans une situation absolument extraordinaire où quand il y a du vent, il faut arrêter les éoliennes qui sont en Allemagne du Nord, parce que sans ça, on ne sait pas quoi faire d'électricité, qui va faire fondre les fils. Donc, on arrête les éoliennes et on paye quand même les producteurs, enfin les gens qui ont financé les éoliennes, comme s'ils vendaient leur courant. Mais ils ne peuvent pas le vendre, encore une fois, puisqu'ils sont incapables de l'amener au sud de l'Allemagne. Alors ça, comme logique, c'est assez remarquable. C'est encore pire pour les panneaux photovoltaïques. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez rare qu'il y ait beaucoup de soleil en Allemagne du Nord, mais ça arrive quand même. Il y a des jours où en été, il y a plein soleil. Le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter les panneaux photovoltaïques. On ne peut pas les empêcher de produire l'électricité, ça on ne sait pas faire. Donc, quand il y a beaucoup de soleil, c'est un problème extrêmement grave pour l'Allemagne. Parce qu'il y a trop d'électricité qui risquerait de faire sauter le réseau et les appareils. Donc, l'Allemagne demande, pour ne pas dire supplie, mais demande aux voisins, pays voisins, de bien vouloir prendre son électricité et donc vend l'électricité d'origine éolienne à un tarif négatif. Autrement dit, l'Allemagne paye les autres pays pour que les autres pays acceptent l'électricité qu'elle a en trop. Bon, alors voilà, si vous voulez, un peu la logique du système, qui est quand même assez remarquable, mais tout ça a un coût exorbitant. Alors je vais tout de suite, le coût pour le consommateur, quelqu'un paye, d'autant plus que les tarifs d'achat qu'on promet, on garantit aux gens qui financent les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, sont absolument exorbitants, en Allemagne comme en France d'ailleurs. Et donc, on les paye,
puisque c'est le contrat qui a été signé par le gouvernement allemand. Et qu'est-ce qui paye? C'est le consommateur d'électricité allemand. Le surcoût est actuellement de 17 milliards d'euros par an. Donc le consommateur d'électricité allemand paye 17 milliards d'euros, parfaitement inutiles, pour financer les éoliennes et les panneaux photovoltaïques au nom de l'écologie. Et si rien ne change, on sait déjà que ça va passer assez vite à 30 milliards d'euros par an. Encore une fois, parfaitement inutile. Et même l'Allemagne commence à dire que c'est beaucoup. Et les industriels allemands, eux le disent très clairement. Et il faut savoir qu'en Allemagne, ce n'est pas le SPD ou le CDU qui gouverne. C'est l'industrie allemande. Et d'abord l'industrie automobile allemande. J'ai eu à connaître l'industrie automobile allemande à une certaine époque. Bon, j'en parlerai peut-être si vous le voulez, mais je peux vous dire que les gouvernements allemands successifs sont aux ordres de l'industrie automobile allemande. Ce qui fait que même, accessoirement, même quand il y a des écologistes au gouvernement, il n'est pas question de mettre une limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes. Alors que c'était dans le programme des écologistes. Mais dès qu'ils sont au gouvernement, première décision prise, pas de limitation de vitesse. Tous les gouvernements successifs allemands, c'est la première décision qu'ils ont prise. Parce que c'est la demande de l'industrie automobile allemande qui ça leur permet de vendre des voitures, y compris à des Français et aux Chinois. Voilà. Donc, Angela Merkel, aujourd'hui, est dans une situation qui n'est pas très aisée. Parce que d'un côté, elle sait que ça ne peut pas durer, que c'est absurde, on doit le savoir. Mais elle a tellement dit le contraire depuis qu'elle est au pouvoir, ça fait assez longtemps, qu'elle croyait au réchauffement climatique, comme tous les chefs d'État d'ailleurs, pratiquement aucun chef d'État qui ne dit pas qu'il croit au réchauffement climatique, et que ce n'est pas très facile pour elle de faire machine arrière. Elle va faire machine arrière. D'une manière ou d'une autre, elle va arrêter la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, parce que l'industrie allemande a dit ça suffit, nous on ne veut pas payer, donc il faudra arrêter. Alors, première décision prise, on a un objectif en 2050, je crois, de porter la part des énergies renouvelables à 50%. Bon, ça c'est pas grave du tout, parce que les objectifs à 2050, ça n'engage absolument personne. Mais ce qu'il faut voir, c'est dans la pratique ce qui va se passer. Dans la pratique, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arrêter, d'une manière ou d'une autre. Et simplement, il faut qu'ils trouvent l'habillage pour le dire, sans trop contredire, parce que tous les partis politiques ont adhéré, y compris le CDU et le SPD, à la théorie mondiale du réchauffement climatique dû aux activités humaines. Donc, voilà ce qui se passe en Allemagne. Alors pour nous, on a suivi les Allemands avec du décalage. Alors j'ajoute pour terminer avec l'Allemagne, qu'ils ont décidé, à la suite de l'accident de Fukushima au Japon, qui n'avait absolument rien à voir avec l'industrie nucléaire, parce que c'était un tsunami, et que ça aurait pu être une industrie pétrolière qui soit là, il y aurait eu des dégâts. Mais ça n'a rien à voir avec l'industrie nucléaire elle-même. Ils ont décidé d'arrêter toutes leurs centrales nucléaires. Et comme ils ne sont pas fous et qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire fonctionner leurs usines 12% ou 22% du temps, ils sont en train de construire à tour de bras les centrales à charbon. Ce qui est alors une extravagance absolument totale. Et les émissions de gaz carbonique de l'Allemagne sont en train de réaugmenter. Ben, c'est logique, parce que c'est ce qui est le plus polluant, enfin, c'est ce qui émet le plus de CO2, l'usage du charbon. Et l'usage du charbon, pourquoi il se passe au charbon et pas au gaz naturel? J'aurais peut-être l'occasion d'en dire un mot, c'est parce que les Américains ont maintenant trop de gaz naturel, et donc ils utilisent leur gaz naturel dans leur centrale électrique à la place du charbon. Si les producteurs de charbon américains ont trop de charbon et exportent à bas prix leur charbon, et que ça coûte moins cher aux industriels allemands d'acheter le charbon américain que le gaz russe. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est quand même comme ça que les choses se passent. Donc ils sont en train de construire à tour de bras des centrales à charbon. Bon, alors nous sommes aussi idiots que les Allemands, ou peut-être plus, enfin ça dépend du point de vue, mais on s'est mis aussi sur les injonctions européennes à construire de l'éolien, enfin des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Pour l'instant, ça nous coûte 4 milliards d'euros par an, que vous payez sur votre facture, hein, vous regardez. Alors ça s'appelle contribution au service public de l'énergie. C'est très bien dit, c'est un mensonge éhonté.
La réalité, c'est subvention aux constructeurs d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, qui sont tous étrangers en plus, parce que les moteurs d'éoliennes... Et maintenant, c'était autrefois le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, mais ça c'est en train de disparaître. Le plus grand constructeur d'éoliennes au monde, le Danois, pratiquement a fait faillite, les autres aussi, parce que c'est les Chinois qui nous les vendent et qui sont moins chers. Donc tout ça c'est au bénéfice de l'industrie chinoise, et c'est nous qui payons quand même. Bon, donc, mais ça, la Cour des comptes a fait un rapport pour nous dire que dans 2 ans, ce ne sera pas 4, mais 7 milliards, parce qu'on est en train de construire des éoliennes, on continue. Donc, c'est un peu triste, hein. Quand je raconte ça, il faut mieux trouver des choses positives, parce que c'est vraiment, alors là, pour le coup, à désespérer de l'humanité. Penser que tous ces pays où il y a les grands cerveaux se conduisent comme des imbéciles, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est quand même ce qu'on est en train de faire. Et comme, là aussi, on a quelques difficultés à en construire sur le territoire national, même si on continue à en construire, malheureusement, eh ben, on a décidé que les prochaines, on les construisait en mer. Et là, c'est ce qu'on est en train de... Ça y est, les marchés sont en train d'être passés. Simplement en mer, c'est encore 2 fois plus cher que sur Terre. Pour quelque chose dont on n'a de toute manière aucun besoin. Bon, ils comprennent qui pourra, mais pour ma part, j'ai toujours pas compris. Si, enfin, j'ai compris la motivation profonde de gens qui sont contre le progrès et qui donc sont nuisibles. Je ne peux pas les qualifier autrement. Peut-être un autre aspect des choses, après avoir parlé d'électricité, on peut parler un peu de pétrole. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà fort longtemps, on avait des prévisions de ressources de pétrole. Et c'est celles d'ailleurs qui ont servi au Club de Rome, que j'évoquais tout à l'heure. Bon, j'ai plus l'année exacte, enfin c'est 75 ou 72, enfin c'est dans ces eaux-là. Et à l'époque, les chiffres étaient connus, on avait 30 ans de réserves prouvées de pétrole devant nous. C'est pour ça que le Club de Rome a dit, bon, on va manquer de pétrole. On est quand même presque, je sais pas, 40 ans après. Et les dernières prévisions officielles, c'est que maintenant, on a 45 ans de réserves prouvées de pétrole devant nous. Donc non seulement on en a consommé pendant 40 ans, mais on en a de plus en plus. Parce qu'en plus, la consommation a augmenté. Donc quand on parle de réserves prouvées, c'est en fonction de la consommation. Donc, on a beaucoup plus de réserves devant nous, prouvées, qu'on en avait il y a une quarantaine d'années. Bien qu'on en a consommé entre-temps. Et les réserves prouvées, ce n'est pas du tout les réserves finales. C'est des réserves dont on est certain. Mais, qu'est-ce qu'on constate, devant les journaux, c'est que on trouve du pétrole dans des endroits où on n'aurait jamais pensé qu'il y en avait, ou surtout on n'aurait jamais pu aller le chercher. On va maintenant chercher du pétrole au large du Brésil, à 200 km des côtes, alors qu'il y a 4000 mètres d'eau. Ensuite, on fore un trou et on traverse, on appelle ça une couche salifère, des couches de sel. Il faut encore faire 5 km pour trouver le pétrole. Donc on a foré 9, enfin on n'a pas foré les 4 premiers kilomètres. Les 4 premiers kilomètres, c'est un tuyau qui descend dans l'eau. Mais ensuite, on a foré les 5 km suivants pour aller trouver le pétrole. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on ne savait pas faire? Et on en trouve. Et on en a trouvé des réserves considérables au large du Brésil, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, on en a trouvé au large du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Gabon, etc. Donc, qui est-ce qu'on aurait pu imaginer ça? On a trouvé également de nouveaux pétroles dans des gisements de schistes, on appelle ça des schistes bitumineux, ou des sables bitumineux. Il y en a beaucoup au Canada, qui commence à produire beaucoup. Et puis il y en a au Venezuela, mais il y en a des réserves considérables, enfin, de l'ordre de grandeur des réserves d'Arabie Saoudite, c'est pour dire des réserves énormes. Et puis il y a une révolution technique qui s'appelle le gaz de schiste. Alors, le gaz de schiste, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est? L'idée de départ, elle est très simple. C'est que le pétrole, il apparaît dans des couches sédimentaires. Le terme schiste, ce n'est pas un très bon terme, mais c'est une mauvaise traduction. Dans des couches sédimentaires. Mais là, il est très dilué. Et ce qu'on savait exploiter jusqu'à présent, c'était les gisements, les poches. C'est-à-dire que le pétrole ou le gaz bougeait un peu, puis
il y a un endroit où il allait s'accumuler, là, ça devient un gisement de pétrole, donc le gaz. C'est là ce qu'on exploitait. Mais maintenant, on sait exploiter le pétrole ou le gaz qui est dans le gisement sédimentaire lui-même. Il est en toute petite quantité, en toute petite proportion, mais on a trouvé les techniques pour l'extraire. Alors il faut faire un forage, là aussi je descends, puis on le prolonge à l'horizontale, maintenant on sait prolonger à l'horizontale, et puis on fait exploser la roche, c'est la fracturation, et à ce moment-là, on envoie de l'eau sous pression, l'eau remonte, et elle remonte avec le pétrole, où elle fait remonter le gaz. Je n'entre pas dans le détail de la technique, je ne suis pas spécialiste, mais toujours est-il qu'on sait maintenant exploiter le pétrole ou le gaz qui est disséminé dans des gisements sédimentaires. Certains de ces gisements, en Amérique du Nord, ont la superficie de la France. Donc, vous imaginez qu'ils n'ont pas encore fini d'exploiter. Ils en sont qu'au tout début. Donc, les États-Unis ont, pour le coup, de réserves prouvées, je parle du gaz, de plus d'un siècle, et ils sont en train, en particulier dans le Dakota du Nord, de trouver du pétrole en quantité absolument énorme, de la même manière, du pétrole qu'on ne savait pas exploiter, mais maintenant on sait exploiter. Ce qui fait que, les dernières prévisions, c'est que les États-Unis vont probablement être autosuffisants en gaz. En gaz, ils sont plus qu'autosuffisants, déjà aujourd'hui, mais même en pétrole. Ils n'auront probablement plus besoin, d'ici une vingtaine d'années, de pétrole du Moyen-Orient. Vous voyez les conséquences géopolitiques. Parce qu'il est évident que l'intérêt que les États-Unis portent au Moyen-Orient, il est quand même un peu lié au fait qu'ils ont besoin du pétrole d'Arabie Saoudite, d'Abu Dhabi, etc. Vous n'êtes pas vous couper, mais c'est des Allemands qui sont en train de se passer entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Alors, oui, enfin, pour l'instant, ils sont encore importateurs, mais beaucoup moins. Et ils peuvent devenir, ou alors ils peuvent également rester importateurs, mais non plus des pays de l'OPEP, mais des pays qui sont indépendants de l'OPEP. Donc ça change les données planétaires. Si les États-Unis peuvent se passer, surtout que, je pourrais en parler aussi, il y a des facteurs favorables qui jouent. Parlons d'abord du gaz de schiste et des États-Unis. Le gaz de schiste, il y a le gaz naturel, c'est du gaz naturel, hein. Il y a très peu de temps, mais très peu de temps, c'est il y a 5-6 ans. Les Américains étaient en train de construire dans les ports de l'Atlantique et ceux du Pacifique, des installations pour importer du gaz liquéfié, puisqu'il manquait de gaz. Mais il y a 5 ou 6 ans, il manquait de gaz. La production de gaz aussi a tellement explosé qu'aujourd'hui, ils sont en train de reconvertir ces installations qui étaient faites pour accueillir des navires chargés de gaz liquéfié. Ils les reconvertissent pour exporter du gaz liquéfié. Ce qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le mécanisme un peu compliqué. Donc, ils sont en train, là aussi, de changer complètement les données du problème. Dès à présent, les États-Unis sont exportateurs de gaz naturel. Il y a 5 ou 6 ans, ils étaient importateurs et ils pensaient devoir en importer de plus en plus. C'est exactement le contraire qui se passe. Donc, on a là un phénomène d'importance planétaire, vous le voyez tout de suite, totalement imprévisible, mais qui ne fait que conforter une vision que je reconnais personnelle des choses. Il se trouve que j'avais écrit, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais il y a une vingtaine d'années, au moment des chocs pétroliers, une manie d'écrire des livres, mais un livre que j'avais appelé L'énergie à revendre. Et j'étais déjà dans une approche optimiste des choses. Parce que j'avais dit l'énergie à revendre, ça voulait dire on ne va pas en manquer. Mais j'aurais jamais imaginé ce que je viens de vous dire. Personne ne pouvait imaginer que ça aille à ce rythme-là et à cette vitesse-là. Donc, nous avons cette situation où le gaz de schiste est en train de bouleverser les choses. Je vous rappelle qu'il est interdit en France non seulement d'exploiter le gaz de schiste, mais de faire des forages pour savoir si on a du gaz de schiste.
Ça, nous le devons au gouvernement précédent, qui était aussi, aussi soumis à l'influence des écologistes que le gouvernement actuel. Même si l'apparence n'y était pas, la réalité était exactement la même. Il suffit de vous renvoyer aux déclarations de la candidate à la mairie de Paris. Mais enfin, je ne vais pas du tout faire de politique aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que le gouvernement, la loi qui interdit de chercher à savoir si on en a, date du gouvernement précédent, bien entendu, elle a été confirmée par le gouvernement actuel. Le pétrole, on en a donc pour l'instant de plus en plus, bien entendu. On sait que les réserves de pétrole que contient la planète ne sont pas éternelles. Personne n'irait dire. Mais enfin, je dirais, ben, il y en a peut-être, si on devait me demander quelque je dirais peut-être pour un siècle, ça ne m'engagerait à rien d'ailleurs. Hein, je vous signale tout de suite que les prévisions à long terme, c'est pas moi qui les dis, n'engagent personne, ni ceux qui les font, ni ceux qui les écoutent. Alors on est tranquille. Mais donc, je pense qu'il y en a encore pour très longtemps. D'autant plus qu'il y a le progrès technique qui intervient. Alors, le progrès technique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Hein. À quoi sert le pétrole? Le pétrole sert essentiellement au transport. Aux voitures, aux camions, aux bateaux, aux avions. Bon, ça sert aussi à la pétrochimie, mais l'essentiel, c'est les transports. L'industrie en consomme de moins en moins. On préfère consommer du charbon ou du gaz naturel, c'est moins cher. Donc, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le progrès technique intervient. La consommation moyenne des voitures, il n'y a pas très longtemps, c'était 10 litres au 100. Les voitures vendues en ce moment en France, la consommation moyenne, c'est 5 litres. Mais vous trouvez sur le marché des voitures qui font, comme on dit en français, qui font 3 litres au 100. Ça existe déjà. Et puis il y a des solutions techniques, notamment ce qu'on appelle des hybrides rechargeables. Enfin, on trouvera ça aussi dans le bouquin, mais je ne vais pas m'apesantir, qui fonctionnent tantôt à l'électricité, tantôt au pétrole, qui vont consommer en moyenne 1 litre au 100. Ben, vous voyez que quand on passe de 10 litres à 1 litre, c'est pas très compliqué. Faire le calcul, avec la même quantité de pétrole, il peut y avoir 10 fois plus de voitures. Et c'est ce qui va se passer, parce que bien entendu, on n'empêchera pas les Chinois d'avoir des voitures. Les Chinois ont aujourd'hui la première industrie automobile du monde, en même temps que la première industrie de camions du monde, la première industrie de bateaux du monde, en attendant, pour attendre encore 2 ou 3 décennies, la première industrie d'avions du monde, ça ils l'ont pas encore. Bon, ça c'est encore nous et les Américains. Mais donc, les progrès techniques et les avions, c'est pas dans le rapport de 10 à 1, mais c'est dans le rapport de 2 à 1. Donc, les avions modernes consomment 2 fois moins que les avions un peu plus anciens. Et les bateaux, ça doit être un peu pareil, les camions un peu aussi. Donc, le progrès est là. Et le progrès, c'est la prise en compte du progrès, c'est ce qui a toujours manqué à ceux qui nous racontent qu'on va vers l'apocalypse. Ils n'ont jamais intégré le fait que le progrès allait se développer et prendre des voies que nous ignorons complètement. Qu'est-ce qu'on aurait imaginé il y a 20 ans qu'on aurait Internet et qu'il suffit que je sorte mon téléphone pour voir ma petite fille qui est en Nouvelle-Zélande, ce qui est extrêmement facile, sauf qu'il y a le décalage horaire, mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème. On l'a instantanément et gratuitement, comme si elle était dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qui pouvait imaginer ça? Personne. Donc, on ne peut pas imaginer quel sera le progrès. Et c'est personnellement ma vision des choses. On a du pétrole probablement pour un siècle. Le jour où on manquera de pétrole, qu'est-ce qui se passera ce jour-là? D'abord, ça me diffère complètement, mais faisons confiance à ceux qui seront sur Terre dans un siècle. S'il n'y a plus de pétrole, ils trouveront autre chose. Et même s'il n'y a plus de gaz naturel et plus de charbon, c'est pas possible qu'il en aille autrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est chercher aujourd'hui des solutions aux problèmes qui se poseront dans un siècle. Ce qu'ont fait, par exemple, les constructeurs automobiles qui mettent sur le marché des voitures électriques. Les voitures électriques, tant qu'on n'aura pas réglé le problème des batteries, et on ne sait pas la régler, eh bien, ça ne se vendra pas. Parce que c'est très bien si vous avez 20 km à faire, aller 20 km retour, ça va, ça fait 40 km, le rayon d'action c'est 100 km, c'est largement suffisant. Mais si vous voulez partir en vacances sur la Côte d'Azur, vous pouvez toujours essayer. Et si vous allez aller voir vos amis qui habitent dans la vallée de la Loire, c'est pareil. Donc, bien entendu, personne n'achète ces engins-là, sauf ceux qui sont forcés, c'est-à-dire généralement nous, les établissements
public que nous payons, et parce qu'il n'y a pas de marché. Mais pourquoi? Parce qu'on a voulu régler un problème qui va se poser dans un siècle aujourd'hui. Bon, ben non, réglons les problèmes au fur et à mesure qui se posent. On en a suffisamment pour nous. Donc là, c'est quand même une vision optimiste des choses qui me paraît de loin dominer la vision pessimiste, même si on peut être très triste de tous les gâchis qu'on fait. Prenons la Chine. Je ne me place évidemment pas sur un plan politique, parce que là, les conclusions seraient différentes. Mais enfin, l'évolution de la Chine est invraisemblable. Quand ceux qui ont été en Chine il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est une autre planète. Vous avez maintenant, alors je regardais ça ce matin, il y a eu 100 milliardaires en dollars de plus en Chine. Milliardaires en dollars depuis 1 ou 2 ans. C'est pas en Europe qu'on trouve les 100 milliardaires en dollars de plus, c'est en Chine. Il même commence à y en avoir en Inde. Et puis, ces voitures qui sont construites par dizaines de millions, ben, elles sont vendues à des Chinois qui les utilisent, qui ont d'ailleurs eu la précaution de construire des autoroutes. Il n'y avait pas 1 kilomètre d'autoroute il y a 20 ans en Chine. Ils ont construit 5000 par an. Donc vous voyez, ils sont en train de dépasser le réseau autoroutier américain en longueur. Toute la Chine est couverte d'autoroutes. Et si vous allez à Pékin, ils sont en train de boucler la 7e rocade autoroutière de Pékin. Nous, à Paris, on n'a toujours pas bouclé la 3e. Et ça fait 50 ans qu'on en parle. Hein, mais c'est pas avec le gouvernement actuel, bien sûr, mais pas plus se passer donc qu'on va la boucler. Donc, si les Chinois construisent des voitures, des camions, c'est pour s'en servir. Et comme ce sont des gens précautionneux, ils construisent en même temps les autoroutes qui vont avec. Et ça ne les empêche pas de construire, mais ça ils l'ont fait après des métros pour les grandes villes. Mais ils ont commencé par les autoroutes. Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que les autoroutes ont été prises par les camions. Que pour faire rouler les camions, il fallait d'abord faire les routes, y compris les camions qui allaient faire le métro d'ailleurs après. Enfin, ça c'est. Bon, donc la famine a pratiquement disparu en Chine. Vous avez lu probablement que le salaire minimum, moyen ou minimum, a tellement augmenté en Chine que maintenant les usines chinoises sont devenues trop chères et que les Chinois construisent des usines au Bangladesh ou au Vietnam où la main-d'œuvre est moins chère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une élévation incroyable du niveau de vie de gens qui, il y a 20 ans, ne mangeaient pas toujours à leur faim. Et ce qui explique que quand on fait des sondages d'opinion, on s'aperçoit que le pays le plus optimiste et qui est le plus fervent partisan du régime capitaliste, vous trouvez la Chine. Et celui qui est le plus pessimiste et le moins partisan du régime capitaliste, c'est nous. Quand on compare le niveau de vie du français à celui du chinois moyen, le français moyen et le chinois moyen, il n'y a quand même pas encore photo. Bon, ils nous rattraperont d'ici 15 ou 20 ans, mais enfin pour l'instant, c'est pas encore ça. Vous m'arrêtez parce que vous voyez que... Vous avez quelques questions, si vous pouvez conclure. Alors, je vais conclure là-dessus. J'avais l'intention de parler des transports, mais c'est pas la peine, sinon pour vous dire que les transports, c'est une ruine nationale, une des décisions des deux. La SNCF, enfin les chemins de fer ont 10 milliards de recettes et 21 milliards de dépenses, c'est quand même 11 milliards de différence. Et ça n'empêche pas la SNCF d'afficher des bénéfices, donc ça... Monsieur Pépi, il faut expliquer comment il faut. Ah ben c'est très facile, et vous baptisez des subventions, vous les baptisez recettes. Voilà, c'est ça. Et donc vous êtes en bénéfice, donc il n'y a aucune raison, bien entendu, de réduire les dépenses, puisque vous faites des bénéfices. Bon, ça c'était les transports, alors je m'arrête là, parce que je m'aperçois que je suis tout à fait intarissable. Heureusement, mais c'est aussi pour laisser un peu la parole. Voilà, j'ai parlé trop longtemps, non, je vais m'excuser. Merci d'abord.